Et justement, pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El Mligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour à vous et bonne fête. Merci pareillement, bonne fête à vous et à tous vos proches. Alors malheureusement, il n'y a pas de trêve durant cette période de fête. Les attaques et les provocations se poursuivent dans la région. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de celles entre Israël et le Liban. Alors on parle aujourd'hui d'appliquer strictement la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, mais depuis 2006, elle n'a empêché ni le Hezbollah de s'armer, ni Israël de violer l'espace aérien libanais. Pourquoi le cadre de 2026 réussirait-il là où celui de 2006 a échoué? Alors premièrement, il faut parler par une constatation qui est vraiment fondamentale. Ce qui se joue aujourd'hui au Liban dépasse vraiment la question d'un simple cessez-le-feu de négociations techniques entre Beyrouth et Tel Aviv, sous médiation américaine. Nous sommes face à une question qui est beaucoup plus profonde, celle de l'avenir de la Libanais, souveraineté, de ce monopole, de sa décision, notamment de le domaine militaire. Alors, il faut parler que dans les discours, les slogans et tout cela, la vérité reste que le Liban a perdu beaucoup plus de terrain maintenant qu'avant. Il a perdu des pertes humaines considérables, quelques milliers, sans compter à peu près 1 million qui ont été déplacés du sud du Liban. Alors, l'économie libanaise est profondément fragilisée et a subi certainement de nouveaux dommages. Tous les pays du Golfe aussi ont subi les mêmes dégâts à cause de la guerre américo-israélienne contre l'Iran. Alors je dois dire que, soyons réels, soyons logiques, Israël est sorti de cette confrontation avec une présence, même si on l'appelle militaire, beaucoup plus sur le territoire libanais. Alors cela donne le paradoxe majeur. Le paradoxe, c'est que l'action de Hezbollah comme un acte, que ce soit un acte de solidarité avec Gaza, une opération défensive, une décision liée à l'axe iranien, ou même si c'est une initiative autonome du mouvement, alors on a devant nous une réalité. Quel est le résultat concret pour le Liban? Alors, la réalité est difficile à ignorer. On parle de plus de territoires libanais occupés. Les résultats montrent qu'Israël a réussi à transformer cette confrontation, malheureusement, en opportunité stratégique qui lui permet de renforcer sa profondeur sécuritaire tout le long de sa frontière nord avec le Liban. Et cette situation renvoie la problématique la plus ancienne, celle de la coexistence entre les deux centres de décision militaire au Liban. D'un côté, il y a l'État libanais avec l'armée officielle légitime et toutes les institutions légitimes du pays. Et d'autre côté, le Hezbollah qui dispose de capacités militaires considérables qui dépassent parfois l'armée officielle. Alors que cela donne... on a vu, je veux dire, dans l'expérience historique, aucun État moderne ne peut fonctionner d'une manière normale avec plusieurs centres de décision, notamment dans la matière de guerre ou de paix. Et ça, c'est le point le plus difficile avec un État tel qu'Israël, qui jouit d'un support inconditionnel américain. Et que malgré tout, pour parler toutes les déclarations faites, que ce soit par le président américain ou par Marc Rubio, le ministre, le secrétaire d'État, qui parle de la souveraineté du Liban, du devoir du contrôle libanais sur tout son territoire, mais la réalité reste qu'Israël jette tout cela dans la poubelle avec ses actes de violence contre le Liban, tout en parlant toujours qu'elle n'attaque pas le Liban, mais elle attaque plutôt les activistes et les centres de commande de Hezbollah. C'est une femme de faire tout ce qu'elle peut. D'ailleurs, on a entendu parler auparavant, et ça c'était
pour la première fois qu'on entend ça dans les relations internationales, Israël obtient le droit d'attaquer le Liban. Il y a une intention au futur d'attaquer le Liban. Et ce qui lui permet de faire ouvert tant qu'elle le veut pour la période. Ici vient la difficile situation que passe le Liban actuellement avec un manque de contrôle de l'État légitime, avec la présence presque nulle de Hezbollah. À la fin du compte, le Hezbollah a subi des frappes assez fortes. Mais sa présence sert beaucoup plus à Israël qu'elle sert au Liban. Parce que la présence d'un seul activiste de Hezbollah suffit à Israël pour pouvoir mener des attaques contre le Liban et annexer plus de terrain pour la sécurité de ses frontières, comme on le dit toujours. Et d'ici vient le problème de la complexité de la situation actuelle. Alors justement, Votre Excellence, les négociations actuelles entre Beyrouth et Tel Aviv rappellent à certains l'accord du 17 mai 1983 qui s'est effondré sous la pression des armes. Peut-on réellement négocier la souveraineté du Liban à Washington tant que le gouvernement libanais n'a pas le monopole des armes chez lui? Effectivement, c'est pas seulement ça, c'est tant que l'Israël peut faire tout ce qu'elle veut, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit comme on le voit sur le territoire palestinien. Et ici, cela me rappelle un point très important qu'on vient de lire hier, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné les ordres à occuper à peu près 70% du territoire de Gaza. Occuper 70% du territoire de Gaza, malgré l'accord de Sharm el-Sheikh. Et que Israël est en train d'annexer plus de territoire en Cisjordanie. Et qu'elle ne veut plus reconnaître l'État palestinien ou la possibilité d'un État palestinien. Où est l'accord américain? Soyons francs, soyons clairs, sans une vraie pression de la part des États-Unis sur Israël pour se plier au droit international, tout cela ne sert à rien, complètement à rien. On n'a pas vraiment une décision arabe unilatérale contre Israël, d'un côté, la communauté européenne ou les pays européens, ou même la communauté internationale, n'y peut rien contre Israël, comme on l'a vu pendant les 2 dernières années, ou les 3 dernières années. Israël fait tout ce qu'elle veut parce qu'elle jouit d'un support américain inconditionnel. Alors, que ce soit l'Europe, que ce soit la Chine, la Russie, Israël continue tout. Oui, elle devient de plus en plus un pays foyou, dont personne ne veut traiter avec, mais à la fin du compte, les États-Unis s'utilisent et lui permettent de continuer ces guerres partout. Et même maintenant, on parle de la possibilité de reprendre la guerre avec l'Iran, parce que tout simplement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu veut continuer cette guerre pour pouvoir achever et réaliser des résultats concrets qui lui permettent de rentrer les élections prochaines avec un support de son propre peuple à cause des pertes qu'il a subies dans la guerre de l'Iran. Alors, la vérité, c'est qu'on doit attendre une vraie pression des États-Unis si elle est sérieuse à propos de toutes ces déclarations faites, que ce soit, comme je l'ai dit, par le président de la République lui-même ou par son secrétaire d'État. Sans une vraie pression, alors tout cela est simplement des déclarations en l'air qui ne servent à rien. Justement, Washington pousse pour un accord rapide avant l'été. Est-ce qu'on n'est pas en train de bâcler un accord de façade pour offrir une victoire diplomatique à la Maison-Blanche au détriment d'une paix solide sur le terrain? Effectivement, parce que quand le président américain parle d'une victoire ou parle qu'il a pu établir la paix dans telle ou telle région, cela est toujours par la soumission au désir américain ou israélien. Alors il pense que cela, il a pu achever la paix, malgré que même s'il l'a achevé à cause de la force militaire, mais cela ne va jamais durer, parce qu'un peuple oppressé ne va jamais céder. Il va se calmer actuellement parce qu'il n'a pas le pouvoir de continuer la guerre,
mais dans quelques jours ou mois, il va reprendre, parce que les peuples oppressés ne peuvent pas céder et ne peuvent pas accepter l'humiliation et le manque d'intégrité. Alors que Israël, avec un accord dont elle a cité qu'elle réserve son droit, et je tiens sur ce point parce que c'est une déclaration imprécédente, qu'elle tient son droit à mener des attaques contre un pays qui peut avoir, ou le Hezbollah ou autre, n'importe quelle instance, qui a l'intention d'attaquer, alors cela lui donne suffisamment le droit à mener effectivement la guerre contre ce pays ou l'autre. Alors, de quelle paix exactement parle-t-on? De quel cessez-le-feu parlons-on? Si on occupe les territoires libanais, est-ce que les Libanais vont céder? Non. C'est une raison de plus pour le Hezbollah pour se renforcer, pour pouvoir reprendre la guerre et libérer ces territoires occupés. C'est la réalité des choses. Et cela, certainement, va donner plus de dégâts, de dommages pour le territoire libanais, pour les citoyens libanais, pour l'économie libanaise. La question n'est pas comment est-ce qu'on peut terminer cette guerre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut terminer une fois pour toutes avec un vrai plan de paix entre les deux pays. Pas seulement un cessez-le-feu, même s'il y a presque un tiers ou un peu moins du territoire libanais occupé par Israël et plus d'1 million de citoyens déplacés. C'est exactement, encore une fois, la crise ou le Nakba palestinien. Alors on peut lire également qu'Israël exige une zone tampon au nord de sa frontière et un recul du Hezbollah au-delà du fleuve Litanie. Est-ce que Benjamin Netanyahou n'est pas en train de recréer par la force la zone de sécurité d'avant 2000, quitte à s'embourber à nouveau au Liban? Premièrement, la question de la rivière de Litanie, ça c'est une excuse paresseuse, parce qu'on a vu Israël attaquer juste à Beyrouth. Alors on ne parle plus de sud ou du nord du Litanie, mais on parle de toujours les ambitions israéliennes d'attaquer qui elle veut, quand elle veut, où elle veut. Et c'est ça le vrai problème. Il n'y a aucune règle de jeu qui est respectée par Israël, même par les règles qu'elle met elle-même. Elle les dépasse toujours. Alors c'est ça le vrai problème. Comment est-ce qu'on peut forcer Israël à accepter la souveraineté du Liban et le droit du Liban à son intégrité territoriale? C'est ça le vrai problème, parce qu'Israël ne respecte pas ça du tout. Et au lieu de créer une zone pour protéger le nord sur le territoire israélien, non, elle le fait plutôt dans le territoire libanais, et elle va ici jusque le Litanie, ou même elle dépasse cela pour sécuriser les frontières. Non. Et ça, c'est pas juste. Et que ça soit au Liban, que ça soit en Syrie, que ça soit en Palestine, tout cela est contre le droit international. On a déjà une décision, même si elle est consultative, de la Cour internationale de justice, que Israël doit totalement quitter les territoires occupés. Est-ce qu'on parle même de cet avis consultatif de la Cour internationale de justice? Même pas. On n'en parle plus. Et malgré que c'est une décision claire qui est basée sur le droit international. Qui pense au droit international quand il y a une force militaire qui peut changer tout par la force, par le support inconditionnel, par un flux d'armes imprécédent de la part des États-Unis en Israël pour se permettre de se défendre, entre guillemets. C'est ça le problème. La règle du jeu sera décidée à Washington et non à Tel Aviv ou Jérusalem. Alors justement, à Washington, on discute également d'une force internationale pour surveiller la frontière. Est-ce qu'on ne risque pas de répéter l'erreur de la finule, cette force de l'ONU devenue un spectateur impuissant face au combat? La question, c'est où exactement va-t-on mettre ces forces? On nous prend, on nous englobe dans une discussion qui n'a aucun sens.
est-ce qu'on peut mettre l'ONU entre les deux pays ou non, malgré qu'on ne parle pas où exactement doit-on mettre ça, parce qu'Israël, toujours, elle garde le veto sur toutes les décisions américaines, ou entre guillemets, bon, les suggestions américaines. Est-ce que ça sera mettre sur les frontières reconnues par le Liban et théoriquement par Israël, ou bien Israël va dire on va mettre ça sur le Litanie pour protéger tout ce qui reste là au sud du Liban, c'est pour protéger les frontières nord d'Israël. Alors, accepte d'avoir des forces, des casques bleus des Nations Unies, ça sera où exactement? On n'a pas parlé de ça, et on ne va jamais parler de ça parce qu'Israël veut toujours avaler plus de territoire. Et d'ailleurs, n'est-il pas vrai que le président américain lui-même a parlé avant son problème de pouvoir l'année avant-dernière que Israël est un pays trop petit et je ne sais pas quel est le moyen pour que ce pays s'élargisse, comme si les pays autour sont du désert, comme s'il n'y a pas de pays avec de souveraineté territoriale. Non, 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 Israël a besoin de s'élargir. Et je ne sais pas, le président américain, je répète, il dit, je ne sais pas comment je peux aider Israël à pouvoir s'élargir. C'est ça le président sur lequel on compte aujourd'hui pour établir une paix stable entre Israël et le Liban. Je vous dis comment on va le faire, et je vous dis on va le faire notamment qu'il peut avoir des concessions échangées entre Israël et les États-Unis en ce qui concerne l'arrêt de la guerre sur l'Iran par laisser Israël faire ce qu'elle veut, tant qu'elle le veut, sur le territoire libanais. Je peux voir ce scénario déjà devant mes yeux, que ne risque pas en ce qui concerne que je vais arrêter la guerre avec l'Iran et faire un accord, que ça soit bon ou mauvais, tandis que toi, tu te laisses faire ce que tu veux au sud du Liban, ou bien disons au Liban. Alors, je pense que c'est un scénario envisageable dû à la nécessité d'arrêter la guerre avec l'Iran pour plusieurs raisons internes aux États-Unis. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Night TV International. Merci infiniment de votre intervention dans notre programme.